Bonjour Sydney, ça me fait plaisir de te voir un an après pour l'épisode 2. Et cette année, on s'est dit qu'on allait appeler nos rencontres un « Dis Sydney, raconte-nous les vaccins », si ça te convient. Merci Patricia. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode 1, qui est toujours disponible sur la chaîne YouTube de la CPTS Paris 12, nous avons fait une série de capsules vidéo sur les HPV, leur prévention, la vaccination et toutes les questions qui sont afférentes. Cette année, nous sommes au mois de novembre, qui pour la CPTS Paris 12 est le mois qui correspond dans les couleurs de la santé au mois sans tabac et à la prévention pour une bonne santé bucco-dentaire. Et nous nous sommes dit qu'on allait profiter, être un peu opportuniste, et profiter de l'entrée dans l'hiver, de cette saison automno-hivernale, pour parler des vaccins, comment se protéger à tout âge contre ces infections automno-hivernales. Et donc, je te propose de pouvoir nous raconter différentes choses sur ces agents infectieux, sur leur prévention, comment se protéger. Et pour mémoire, je rappelle que tu es pédiatre, vice-président de la CPTS Paris 12, le premier d'entre eux, et que tu es vaccinologue, spécialiste donc des vaccins. Tu es membre de la commission technique des vaccinations de la Haute Autorité de Santé. Si tu veux ajouter quelque chose, vas-y. Non, ta présentation est très complète. Je te remercie de m'avoir invité, de m'avoir convié effectivement à parler de ce problème de santé publique. Tout à fait, puisque l'objet de la CPTS, c'est vraiment d'agir en prévention et en termes de santé publique. Première question, c'est finalement, pourquoi est-ce que c'est un moment propice de faire ces vaccinations à ce moment-là? Pourquoi est-ce que c'est important, cette prévention de ces infections respiratoires? Alors, ta question, elle arrive effectivement au bon moment. On rentre dans cette période, comme tu l'as dit, automno-hivernale, qui correspond en fait à plusieurs événements qui vont se dérouler à l'insu même de notre plein gré, si je peux m'exprimer ainsi. Premier événement, d'abord celui de la saison automno-hivernale avec des modifications des comportements humains. Ces modifications du comportement humain, tu les connais, tu les as déjà vécues, on les voit avec les patients et avec nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'avec la baisse des températures, nous vivons plus à l'intérieur de nos appartements, donc on ferme les fenêtres pour se réchauffer, et donc on va donc vivre plus près les uns des autres. Et donc ça veut dire qu'on est en situation de pouvoir d'échanger ou de porter un certain nombre de germes, de micro-organismes, de virus, de bactéries, qu'on va peut-être plus facilement effectivement s'échanger. C'est un point qui peut expliquer déjà la facilité avec laquelle ces virus et ces bactéries vont déjà circuler. Je me permets de t'interrompre justement là, c'est un point important, c'est sur le mode du coup de contamination, c'est ce dont tu nous parles. Exactement. Et pour, je dirais, lutter contre certaines désinformations, finalement, le mode de contamination, c'est un mode par voie aérienne. Eh ben oui, c'est un mode par voie aérienne. En fait, ces virus et bactéries vont se diffuser, on va dire, via les postillons et via la promiscuité. Donc, on peut d'ores et déjà peut-être rappeler que l'aération des appartements est aussi déjà une mesure de prévention et une mesure barrière, puisqu'elle va permettre effectivement de renouveler l'air et donc de permettre à ces postillons qui contiennent ces particules virales ou bactériennes effectivement de pouvoir être chassés par les courants d'air. Donc en fait le courant d'air a finalement peut-être pas bonne presse alors qu'il est peut-être efficace justement dans la diminution de la contagiosité. Mais ça c'est que le premier élément d'une espèce de pyramide invisible. Le deuxième élément, c'est que aussi l'immunité, en tout cas, qui est conférée par ces maladies, parce qu'on pourrait se dire, tiens, il est peut-être utile d'être malade à un certain moment pour avoir une immunité qui pourrait être durable. Eh bien, là aussi, c'est faux avec les virus et les bactéries, on va dire, à transmission respiratoire, parce que cette immunité, elle est de courte durée. Combien de temps à peu près? Eh bien, quelques mois, 6 mois, parfois 12 mois, parfois 18 mois, ça va dépendre des virus et de la, on va dire, la forme
général de notre système immunitaire. Donc déjà, on va comprendre en fait deux phénomènes. D'une part, la baisse de l'immunité naturelle qui nous fait peut-être au moment de l'automne et de l'hiver être à nouveau à risque de contracter ces infections. Et puis le deuxième phénomène, qui est un phénomène strictement individuel, le fait que notre système immunitaire peut avoir des baisses de forme d'une part, et deuxièmement que notre système immunitaire, en fonction aussi de notre âge et du public dans lequel on fait partie, eh bien, va expliquer aussi, pour les tout petits, eh bien, une immaturité, on va dire, du système immunitaire, et donc une fragilité liée au fait que, on apprend, et que cet apprentissage ne doit pas se faire au détriment, effectivement, du tout petit et du jeune enfant. Et de l'autre côté, pour les personnes plus âgées, une baisse de rendement du système immunitaire avec l'âge qui vient, notre système immunitaire perd en performance. Et donc, là aussi, on peut avoir des oublis ou une baisse plus franche et plus importante de notre système à combattre ces infections. Donc, on comprend, quand on regarde un petit peu ce tableau qui se constitue à l'automne et à l'hiver, qu'il y a un certain nombre de déterminants qui nous amènent à être finalement plus fragiles d'un côté ou plus propices à être confrontés à ces infections. D'accord. Donc du coup, un peu dans des âges extrêmes entre limites. Pour autant, est-ce que c'est uniquement les enfants, personnes en bas âge, ou les personnes plus âgées ou âgées, donc on rappelle qu'on est âgé au-delà de 65 ans, mais qu'on entre en gériatrie à 75 ans. L'entre-deux, du coup, y a-t-il des personnes vulnérables? Alors peut-être, bien sûr, tu as raison d'insister là-dessus, Patricia. Moi, je te faisais une présentation, on va dire, un peu générale de la situation, on va dire, immunitaire dans la population. Maintenant, après, à l'intérieur des populations, même qui ne font pas partie de ces catégories, on va dire, identifiées comme étant vulnérables a priori, on peut être vulnérable à tout âge parce que soit on est porteur d'une maladie chronique, ou soit parce que d'emblée on a peut-être un déficit immunitaire, ou bien que l'on prend un traitement ou qu'on va être en situation de prendre des traitements qui vont justement diminuer la réponse immunitaire. Donc il y a aussi dans toutes les classes d'âge des personnes qui sont fragiles, soit parce qu'elles ont déjà au préalable un déficit immunitaire, ou qu'elles ont une maladie chronique, ou bien qu'elles prennent un traitement qui va par contre altérer la fonction immunitaire et donc leur permettre d'être encore plus à risque de contracter ces infections, ou si elles les contractent, d'avoir des infections plus sévères. Ok. Donc l'intérêt de cette prévention par la vaccination, c'est finalement, quel que soit l'âge, en fonction de ce qu'a la personne, de son identité, je dirais presque immunitaire, à ce moment donné de l'année où il y a plus de circulation du fait de la proximité, pour pas dire la promiscuité pour certains, de l'environnement dans lequel on est. Tout à fait. Donc c'est les maladies infectieuses, il faut comprendre ça comme c'est l'histoire d'un germe et l'histoire d'une personne. Donc il faut comprendre la prévention. Alors c'est vrai, on peut la regarder sur le plan de la santé publique et la regarder de façon globale, mais individuellement, et c'est bien là aussi la capacité du médecin à mieux comprendre son patient, à comprendre ses antécédents, à savoir dans quel milieu il évolue, pour essayer de lui appliquer une prévention qui soit, on va dire, sur mesure. D'accord. Et du coup, pour les personnes, c'est effectivement se rendre compte et savoir avoir les éléments, justement, qui sont ces déterminants de santé, qui font que, par rapport à ces infections automno-hivernales et respiratoires, elles ont une plus grande vulnérabilité ou pas. Ce qui fait que ça peut dessiner un chemin vers la vaccination, de toute façon en prévention, puisque comme tu nous le rappelais l'année dernière, si on vaccine, c'est pour arriver avant l'exposition. Alors ça, c'est un point fondamental de l'utilité, on va dire, de la vaccination. On va essayer de protéger d'abord les plus vulnérables ou ceux qui sont les plus à risque de faire des formes sévères avant qu'ils soient confrontés à la maladie. Il faut comprendre toujours la vaccination comme en fait un entraînement. On ne pourrait pas imaginer qu'un sportif aille à une compétition sans s'entraîner. Et donc l'idée de la vaccination, c'est entraîner le système immunitaire avant qu'il soit confronté à la réalité de l'infection, qui peut être de temps en temps sévère. Et donc là, dans la population, il y a parfois des biais de représentation sur
moi je suis en forme, j'ai jamais attrapé la grippe. Et donc il y a un biais de complaisance, de supériorité. On s'estime toujours invulnérable et patatrac, de temps en temps, la maladie peut nous rattraper. Donc il faut aussi combattre parfois cette représentation mentale qu'on a d'une certaine supériorité. Quand on me dit, moi docteur, j'ai jamais attrapé la grippe, je me dis au fond de moi-même, mais attention, s'il a vraiment jamais attrapé, la primo-infection peut être effectivement très sévère. On va en reparler tout à l'heure justement sur cette question de résistance à la vaccination. Donc là, on a évoqué le point de la population et en gros, tout le monde est susceptible, soit par son état immunitaire, soit par la tranche d'âge, d'avoir accès à ce vaccin et de bénéficier de cette prévention. Troisième point, donc du coup, quels sont ces vaccins à visée respiratoire et quels sont donc les germes, les agents infectieux qui nous permettent de prévenir? Alors, c'est bien qu'on resitue effectivement toute cette gamme effectivement de virus ou de bactéries qui peuvent provoquer des infections graves. Surtout qu'il y a eu pas mal de nouveautés. Bien sûr, ce qu'il faut préciser, c'est que on ne va pas vacciner contre des maladies, on va dire a priori bénignes, contre, on va dire, les virus ou les bactéries qui n'ont pas beaucoup de pouvoir pathogène, qui peuvent nous ennuyer parce que ça va nous donner un rhume, une rhinopharyngite, une bronchite ici ou là, et je dirais avec lequel le système immunitaire va aussi s'entraîner, mais il faut s'entraîner, on va dire, avec des virus ou des bactéries plutôt sympathiques. Voilà. Par contre, pour les bactéries ou les virus qui ne le sont pas, là, on a effectivement des armes préventives, et donc, en gros, les vaccins vont s'adresser essentiellement à des maladies qui sont graves et sévères. Alors, lesquelles sont-elles en matière, effectivement, automno-hivernale? Et au préalable, ce qu'on entend par maladie grave et sévère, alors, pour que les gens comprennent bien vraiment quel est l'intérêt. Parce que si c'est les maladies, effectivement... Bien sûr, Patricia, tu as raison d'insister là-dessus. Maladie grave sévère, ça veut dire éventuellement des symptômes qui vont altérer d'une part, dans un temps très très court, peut-être les fonctions respiratoires, et donc avoir pour conséquence des défaillances respiratoires ou des défaillances cardio-respiratoires qui peuvent conduire le patient à l'hôpital, voire en réanimation. Et donc on va protéger effectivement contre ce type de maladie qui provoque des infections sévères et qui risquent effectivement d'avoir une issue qui soit fatale. D'accord. Alors, donc qui peut entraîner effectivement une issue fatale, une mort, c'est ça une maladie grave. Oui. Un mort, alors, ça suffit. Ça peut être, effectivement, on ne raisonne pas qu'en termes de mortalité quand on veut faire de la santé publique et quand on veut protéger les populations. On veut aussi leur éviter, effectivement, des séjours prolongés à l'hôpital. Okay. On veut éviter des séjours aussi en réanimation. Et ce que le grand public sait moins, c'est qu'on veut aussi éviter, en fait, l'entrée dans la perte d'autonomie. Notamment chez la personne âgée. Ce qui est un point fondamental. Bien sûr. Il est bon de rappeler que 80% des personnes de plus de 80 ans en France vivent chez elles en parfaite autonomie. Et donc, on sait aujourd'hui par les études qui ont été menées depuis plusieurs dizaines d'années que les infections respiratoires, et notamment celles liées au virus de la grippe, celles liées au virus respiratoire syncytial, celles liées par exemple à une bactérie comme le pneumocoque, ça peut induire au décours de l'infection une perte d'autonomie. Pourquoi? Parce que déjà une personne âgée a déjà des capacités, on va dire, fonctionnelles qui sont déjà moins bonnes, et le fait de contracter cette infection va amputer de façon très sévère leur capacité fonctionnelle et donc leur degré d'autonomie. Donc c'est une meilleure connaissance maintenant qu'on a des conséquences des maladies infectieuses à visée respiratoire, en termes de réduction de l'autonomie et en termes d'événements même cardiovasculaires, que ce soit coronarien pour le cœur, ou que ce soit même neurologique avec des accidents neurovasculaires dans les suites immédiates de ces infections. Donc il y a une prévention secondaire aussi de la perte d'autonomie et des événements, on va dire, vasculaires chez la personne âgée qui peut être très utile de prévenir grâce à la vaccination contre le virus de la grippe, contre le virus respiratoire syncytial, qui est un virus un petit peu moins connu du grand public que celui de la grippe, et puis vis-à-vis des infections à pneumocoque, qui est là aussi un des
des grands tueurs, on va dire entre guillemets, que ce soit des plus petits ou que ce soit des personnes les plus âgées. Un point par rapport à la Covid, on entre dans ce même cadre ou c'est pour toi quelque chose d'un peu à part? Alors, Parce que tu rappelles ces 3 agents infectieux et la Covid est à part, alors que nous sommes dans cette campagne justement d'incitation à la revaccination des populations vulnérables. tout à fait, tu as bien raison d'insister effectivement sur le Covid, parce que quand on regarde aujourd'hui, le Covid a une réputation finalement de bénignité. On a intégré finalement, ou le Covid s'est intégré, je dirais, au panorama des virus respiratoires finalement plutôt banaux dans la population. Quelque part, le Covid s'est humanisé en quelque sorte. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que le Covid, pour les personnes qui ont effectivement un système immunitaire défaillant, et notamment les plus âgés, qui perd finalement sa mémoire immunitaire, eh bien, le Covid redevient un vrai sujet de gravité ou de sévérité. Et à l'instar de la grippe, à l'instar du virus respiratoire syncytial, à l'instar du pneumocoque, il peut aussi lui-même provoquer une perte d'autonomie. Et on sait très bien que dans cette tranche d'âge, effectivement, c'est dans les plus de 75 ans que l'on va recruter malheureusement les formes les plus sévères, les plus graves. Et ce sont ce type de personnes qu'on va retrouver notamment en hospitalisation, voire en réanimation. Et donc c'est un point crucial que de rappeler que, là aussi, l'immunité contre ces virus respiratoires, elle est de courte durée, quelques mois, et donc tous les 6 mois, tous les 12 mois, eh bien, on redevient susceptible d'attraper une forme grave de cette maladie, aussi à tropisme essentiellement respiratoire, mais pas que. D'accord. Si on parle des vaccins, est-ce qu'il y a des choses spécifiques à connaître? Par exemple, les différences entre le vaccin contre le pneumocoque par rapport au vaccin contre le VRS. Est-ce que tu as envie de nous faire passer quelques messages pour toi essentiels? Oui, tout à fait, parce que comme on l'a compris maintenant, on commence à le mieux comprendre, effectivement, la durée de l'immunité, elle est de courte ou de moyenne durée. Donc, limitée, en tout cas. Limitée. Donc forcément, si déjà l'immunité naturelle est de courte durée, eh ben, on ne peut pas attendre forcément beaucoup mieux de l'immunité vaccinale. Elle va être là aussi souvent de courte durée ou d'une durée à peu près équivalente à l'immunité naturelle. Donc l'idée, et on comprend que ça puisse provoquer une certaine fatigue dans la population, eh bien c'est de réitérer ces vaccinations, notamment pour le Covid et pour la grippe. On est obligé de revacciner tous les ans, et notamment quand à l'automne, et en tout cas avant la grande période de circulation de ces virus. Pour ce qui concerne les pneumocoques, eh bien, ce que l'on sait, c'est qu'on a des technologies de vaccins qui permettent d'avoir une vaccination qui n'est pas itérative tous les ans, mais plutôt une vaccination qui est faite en gros une fois pour toutes. Et donc, mais là aussi, les technologies vaccinales qui peuvent être appliquées au pneumocoque, eh ben, ne le sont pas forcément, malheureusement, contre la grippe ou contre le Covid. Et donc, on est obligé, pour ces maladies, pour la prévention de ces maladies, bien de réitérer la vaccination. Alors, je vais proposer une métaphore qui vaudra ce qu'elle veut, et puis tu me diras si ça a un sens. C'est un peu comme si, par exemple, pour le pneumocoque, ça vient comme ça, tu me diras si c'est délirant ou pas. C'est un moteur diesel, donc tu fais ton plein et tu vas rouler plus longtemps que si tu as un moteur essence thermique et que tu dois recharger et faire le plein plus souvent. Même chose pour l'électrique, hein, oui. où ça diminue. Est-ce que c'est l'idée? Quand ça arrive à la fin, de toute façon, il faut recharger. Oui, c'est la capacité aussi des vaccins à pouvoir induire une immunité, effectivement, comme tu dis, de longue durée. Alors effectivement, les technologies utilisées pour la vaccination contre la grippe ou le Covid nous permettent simplement de rappeler un taux d'anticorps qui va nous permettre de nous protéger pendant un certain temps. Et puis, au fil du temps, on va dire, comme tu dis, ce réservoir commence à se vider et donc on redevient susceptible d'être malade finalement. Et donc, à l'occasion d'une maladie, peut-être de faire une forme grave. Certains vaccins, et notamment certaines technologies vaccinales, permettent là non seulement de faire monter les anticorps, mais aussi
de stimuler une immunité, on va dire, de longue durée, une immunité mémoire. Et donc cette immunité mémoire, elle va nous permettre d'être protégés, pas forcément contre la maladie elle-même, mais au moins contre les formes graves de la maladie. Et c'est peut-être un des points cruciaux de la communication sur les vaccins. Parce que souvent, en fait, les personnes âgées vont se dire, mais bon, alors à quoi bon, il faut que je me vaccine tous les ans, et puis donc le vaccin n'est pas très efficace, et puis j'attrape quand même la grippe, Oui. etc. Et donc on est déçu de la vaccination. Mais en fait, c'est parce que peut-être on a mal communiqué sur le vaccin. La vaccination, elle n'est pas là pour finalement être s'empêcher d'être malade au sens de la rhinite ou de la rhinopharyngite ou du gros rhume, d'accord? Et là pour nous empêcher de faire la pneumonie ou ce qui va nous amener finalement en réanimation ou ce qui va amputer notre capacité fonctionnelle ensuite et nous précipiter dans la perte d'autonomie. Donc c'est ça la prévention vaccinale, c'est pour nous éviter les formes graves. Et donc ce qu'il faut insister, le point sur lequel il faut insister, c'est la capacité des vaccins. Alors pour certains, à nous protéger des formes finalement bénignes, mais surtout, même si ça ne nous protège pas des formes bénignes, de nous empêcher d'avoir la forme grave qui va nous précipiter parfois à l'hôpital ou sur des formes parfois plus mortelles, on va dire, de ces maladies. D'accord, donc c'est aller au-delà de la maladie et des symptômes pour se projeter finalement dans sa vie et dans son futur. Mais oui, la vaccination, au départ, on l'a vécu comme étant quelque chose qui nous empêchait d'être malade ou nous empêchait de nous mourir, en gros, et c'était déjà formidable. Aujourd'hui, la vaccination, ça nous permet de prévenir aussi, de faire de la prévention secondaire, en quelque sorte, nous empêcher d'avoir des phénomènes effectivement cardiovasculaires, nous empêcher d'avoir des phénomènes de perte d'autonomie, nous empêcher aussi, et ça protège le système de santé global, d'avoir des milliers de personnes malades au même moment. Et comme tu le sais, notre capacité finalement à nous adapter à des milliers de malades au même moment, eh bien, elle est relativement faible. Et donc, on risque d'être dépassé. La vague risque d'être trop haute pour le système sanitaire. Et donc, on va non seulement pas pouvoir soigner ces malades, mais aussi on va pas pouvoir soigner les patients qui sont malades d'autres maladies et pas forcément infectieuses. Donc, il faut aussi avoir en coprésence. Bien sûr, à présent à l'esprit le fait que la vaccination à un niveau global, c'est aussi la protection de tous et la protection du système qui permettra aussi d'être toujours disponible pour les autres malades. Ce que tu évoquais sur le côté altruiste de la vaccination, se protéger soi et protéger l'ensemble de la communauté dont on fait partie. Il faut aussi rappeler voilà, à ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent aujourd'hui que la décision quand même de vaccination, c'est essentiellement une décision qui est individuelle. C'est une décision qui va être égoïste. On se vaccine parce qu'on a conscience de sa propre fragilité et c'est déjà le premier mouvement qui va nous permettre de dire allez, faut que j'y aille. Il y a parfois aussi, il faut le dire et le souligner, aussi une vaccination, comme tu le dis, altruiste, mais c'est pas celle qui est la plus fréquente. On peut se vacciner parce qu'on sait que dans sa famille, il y a quelqu'un qui a un déficit immunitaire, ou il y a quelqu'un qui prend une chimiothérapie, quelqu'un qui est à risque. On veut se vacciner aussi de temps en temps pour protéger ses parents ou ses grands-parents parce qu'ils savent qu'ils sont aussi, on sait qu'ils sont fragiles. Mais c'est pas le réflexe immédiat. Le réflexe immédiat, c'est déjà avoir conscience que la maladie peut être grave, que l'on peut être soi-même finalement être conscient de sa propre fragilité et c'est ça qui fait le déclic vaccinal et qui fait le réflexe de la vaccination. Donc on est là pour essayer d'apporter des connaissances sur le fait que même si on se pense qu'on est en bonne santé, on n'est jamais à l'abri effectivement d'un accident, on va dire, infectieux. Je continue sur le déclic. Certaines personnes n'ont pas le déclic ou n'ont pas envie d'entendre qu'il y a quelque chose qui cliquette à leur oreille. Comment est-ce qu'on peut les convaincre? Comment est-ce qu'elles peuvent se convaincre elles-mêmes? Quels éléments apporter justement pour aller au-delà de cette phobie vaccinale ou de ce refus vaccinal?
Alors, je pense que là, dans la population, en fait, bon, il y a certaines parties de la population qu'on n'arrivera jamais à convaincre parce que elles ont des convictions extrêmement arrêtées. Tu as une proportion? Il y a des études Oui, là-dessus? oui, quelques pourcents, quelques 3, pourcents. 4%. D'accord. Sinon, quand on regarde les enquêtes qui sont faites sur l'acceptabilité, sur l'adhésion à la vaccination, je dirais, elle est plutôt bonne en France et elle, on va dire, croît dans la durée. On aurait pensé que avec le Covid, etc., qu'on aurait perdu, on va dire, beaucoup de la population vis-à-vis de la vaccination. C'est pas le cas. Même si, bien sûr, les réseaux sociaux se font le relais, effectivement, ou une caisse de résonance des mouvements anti-vaccins, eh bien, il y a dans les enquêtes d'opinion, effectivement, une adhésion quand même à la vaccination qui continue à croître en France, même si c'est, je dirais, un niveau qu'on aimerait qu'il soit encore meilleur, mais il y a quand même une adhésion à la vaccination. Non, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les gens ou la population peut hésiter. Elle se pose des questions et elle a raison de se poser des questions. Et nous sommes là, nous les professionnels, en situation effectivement de répondre à leurs questions. Et donc, c'est aussi le sens de la démocratie sanitaire. C'est-à-dire que on n'est pas là pour prendre les décisions à la place des patients, mais on est là pour leur expliquer, pour qu'ils puissent avoir les bonnes clés pour prendre leurs propres décisions. Alors c'est vrai que ça met un peu de temps. Et pendant ce temps-là, malheureusement, eh bien, on est exposé, et notamment en période automno-hivernale. Donc, l'essentiel va être, quand on regarde aussi les questions qui sont posées, en fait, c'est d'apporter des connaissances. Qu'est-ce que vous savez de cette maladie? Qu'est-ce que vous connaissez du vaccin? Est-ce que le vaccin est efficace pour protéger des formes bénignes de la maladie, ou est-ce qu'il est efficace essentiellement pour vous éviter d'avoir une forme sévère? Qu'est-ce que vous savez aussi des effets liés à la vaccination? Sont des effets qui sont finalement assez banaux, que l'on connaît bien, que l'on maîtrise bien? Et qu'est-ce que vous connaissez des effets de la maladie? Chose que l'on va mal maîtriser. On peut connaître le vaccin, savoir quels sont potentiellement ses effets secondaires, en général passagers, 24-48 heures. On va avoir mal au point d'injection, on va avoir quelques symptômes, on va dire, de nature fébrile, quelques maux de tête, des courbatures. C'est à la limite bon signe, ça veut dire qu'il se passe quelque chose et que votre système immunitaire a réagi finalement à la stimulation que représente la vaccination. Ce qui peut être paradoxal quand les gens disent « Ah, j'ai été vacciné, ça a été pire que tout, pendant 2 jours j'ai été à plat ». Le message, c'est tant mieux. Oui, à la limite, quelque part, votre système immunitaire a réagi, il a même peut-être hyper réagi, mais ça veut dire que vous êtes prêt pour le prochain coup. Et donc, vous êtes entraîné à bon escient et que vous êtes prêt à affronter la maladie si jamais elle venait à survenir. Alors, de temps en temps, on peut aussi avoir des personnes qui vont être vaccinées, qui vont avoir ces symptômes, mais qui vont contracter la maladie en même temps. Donc, pas de chance, en fait, on s'est peut-être vacciné trop tard et donc on a contracté la maladie en même temps qu'on se faisait le vaccin et donc en fait les symptômes de l'un sont confondus avec l'autre. Alors de temps en temps aussi, la vaccination ne provoque pas ce type de symptômes désagréables pour certains qui vont être de courte durée et je dirais les vaccins sont quand même très très bien tolérés dans la plupart des cas. Donc pour être bien clair, c'est pas parce qu'on n'a pas une hyper-réaction qu'on n'est pas protégé. Exactement, tout à fait. Il faut aussi ne pas attendre forcément qu'on ait la réaction à la vaccination pour se dire ça y est, c'est bon. Non, la plupart du temps, en général, la réaction du système immunitaire se fait à bas bruit. On est légèrement fatigué et puis les choses vont se tasser en 24-48 heures. J'insiste un peu là-dessus. Est-ce qu'il y a des réactions, des effets qui doivent nous faire dire aux gens attention là, il faut que je reconsulte, que j'appelle le vaccinateur, que ça a été un collègue pharmacien, un collègue médecin, un collègue infirmier. Est-ce qu'il y a tout à fait, 2 ou 3 points? Tout à fait. Ça, ce sont les réactions qui sont attendues. Okay. Donc, dans les 24-48 heures 24-48, 72 heures. D'ailleurs, on peut prévenir les patients que s'ils ont tel ou tel symptôme, c'est à la limite attendu, c'est banal, c'est connu. Et puis, il y a d'autres symptômes qui sont inattendus.
Et donc là, effectivement, il faut aussi prévenir les patients. S'il y a d'autres choses qui se produisent, en général dans les 3, 4, 5, une semaine après la vaccination, qu'il faut revenir vers effectivement vers le vaccinateur pour essayer de comprendre. Est-ce que c'est quelque chose qui est lié au vaccin? Il peut y avoir des effets rares qui sont documentés d'ailleurs dans la vaccination et qui peuvent être mis sur, on va dire, sur les conséquences de la vaccination, ou est-ce que c'est quelque chose d'inattendu, ou c'est quelque chose qui est lié non pas à la vaccination mais à autre chose. Et donc là, on peut faire des déclarations. Effectivement, il y a l'ANSM en France qui suit effectivement les effets Tu peux rappeler des vaccins. l'acronyme? Oui, ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui est l'organisme en charge effectivement du ce qu'on appelle le follow-up ou le suivi hein, des événements qui pourraient être mis ou non sur le compte du vaccin ou du médicament d'ailleurs, puisque l'ANSM est aussi en charge du suivi des médicaments. Et donc c'est aussi des grandes bases de données internationales qui nous permettent de dire tel événement est lié au vaccin ou tel événement n'a rien à voir avec le vaccin, parce que comme tout événement, c'est pas parce qu'on a une coïncidence de temps entre la vaccination et un symptôme qu'il y a forcément une relation de cause à effet entre le vaccin et l'événement que l'on met sur le dos du vaccin de temps en temps à juste titre ou de temps en temps qui n'a rien à voir avec la vaccination. Oui, je me permettais d'insister sur ce point, puisque l'objet de ces capsules vidéo, c'est aussi de lutter contre la désinformation et de ce qui peut circuler. Il existe donc en France un organisme d'État qui reçoit toutes les notifications. Il est possible de discuter avec les vaccinateurs pour justement faire remonter ces informations. Donc on n'est pas dans un no man's land où il y aurait des choses qu'on nous cacherait ou qu'on ne donnerait pas. Oui, tout à fait. D'abord, les professionnels de santé, ils ont une obligation pour les vaccinateurs, effectivement, de faire des déclarations, comme on dit, de pharmacovigilance vis-à-vis de la NSM. Et donc, le grand public peut se rendre sur le site de la NSM pour savoir quels sont les événements qui ont suivi telle ou telle vaccination dans le temps. Et c'est quelque chose qui est répertorié, quelque chose qui est extrêmement suivi, et notamment qui nous permet aussi aujourd'hui, avec ces grandes bases de données, qu'elles soient françaises, européennes, voire mondiales, effectivement, des signaux faibles avec des effets qui sont liés au vaccin, mais qui n'apparaissent que à raison d'une fois par million de vaccinations, ou parfois des signaux encore beaucoup plus faibles, comme c'est arrivé avec la vaccination Covid, où on a eu 40 cas de complications sévères avec les vaccins de type où on a eu sur 40 millions de doses, eh bien un phénomène extrêmement rare qui est arrivé à une cinquantaine de reprises et qui a permis effectivement de dire finalement on arrête la vaccination dans telle catégorie d'âge et on la continue pour d'autres catégories d'âge où le signal n'est pas apparu. On retirera le nom du labo, mais oui. Pas de problème. Et donc justement sur cette partie, donc c'est ce dont vous traitez au comité technique de vaccination en particulier, hein, vous lisez toute la littérature internationale, européenne, française sur ces questions, et du coup quel va être le rôle pour les différents professionnels de santé, hein, ou tous les professionnels de santé ensemble dans cette campagne de prévention, alors celle dont l'occurrence est maintenant, et de façon générale dans les campagnes de prévention, puisqu'il y a plusieurs professionnels de santé qui sont en position d'être des vaccinateurs. Oui, tout à fait. On a souhaité effectivement, par l'élargissement des compétences vaccinales, faciliter le geste, finalement rendre plus aisé le fait de pouvoir se faire vacciner, que ce soit en pharmacie, que ce soit avec les infirmières, les sages-femmes, les médecins. Donc il y a plus de vaccinateurs, ça veut dire plus de bras. C'est aussi une mesure de prévention aussi vis-à-vis de prochaines pandémies qui pourraient survenir, ou d'épidémies locales où on a besoin de plus de vaccinateurs pour protéger plus rapidement une population vis-à-vis de la circulation de tel ou tel germe. Je pense à la rougeole par exemple, parce qu'il y a de temps en temps des résurgences locales ou loco-régionales, voire nationales de rougeole, ce qui s'est passé par exemple le printemps, l'été dernier par exemple au Maroc, avec plusieurs dizaines
de milliers de cas et malheureusement plusieurs centaines de décès. Et donc ça veut dire que on doit être en situation effectivement de pouvoir réagir si jamais il y avait de nouvelles épidémies avec plus de vaccinateurs. Mais c'est aussi la capacité d'avoir à portée de main finalement plus d'occasions de se faire vacciner. Je pense aux pharmacies et donc un point sur lequel milite toujours le Conseil national de l'ordre des médecins d'ailleurs, pour permettre aux médecins aussi de disposer dans leur cabinet d'un certain nombre de doses qui permettraient de faire ce qu'on appelle de la vaccination opportuniste. Et là, j'insiste aussi sur ce sujet. Point, oui. Pourquoi ? Parce que les patients viennent pour une consultation, ils viennent te consulter, Patricia, pour telle ou telle problématique. Et donc, si tu avais dans ton cabinet des doses de vaccination de la grippe, ce serait une opportunité, effectivement, et une occasion de parler de la vaccination, parce que tu vas jouer à ce moment-là à plein ton rôle d'éducatrice et donc ton rôle de réponse aux questions qui vont être posées. Donc ça sera une opportunité, par la présence du vaccin dans ton frigo, de pouvoir vacciner ces patients. Moi j'ai toujours une formule qui me vient à l'esprit dans ces cas-là: un vaccin est nettement plus efficace dans une épaule que dans un frigidaire. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel milite le Conseil national de l'ordre des médecins, dont tu es le vice-président de la section santé publique. Voilà. Donc, vraiment, au fait, des questions que ça pose et des enjeux qu'il y a derrière. Le fait d'avoir un plus grand nombre de bras disponibles et de faire ce qu'on appelle une vaccination d'opportunité. Un point sur lequel effectivement on peut illustrer ce phénomène, c'est que tous les cliniciens, tous les médecins, les pharmaciens, tous ceux qui ont entendu parler, je dirais, d'infection, ils savent, ils connaissent le caractère extrêmement pathogène, grave, des infections à pneumocoque, notamment chez le tout petit, et c'est pour ça que la vaccination d'ailleurs est obligatoire contre le pneumocoque chez les nourrissons en France, jusqu'à l'âge de 2 ans, et on sait aussi le caractère grave et sévère de ces infections à pneumocoque chez les personnes âgées. Tout le monde le sait, tout le monde connaît ce phénomène extrêmement pathogène de cet agent infectieux. Quelle est la couverture vaccinale chez les personnes âgées contre le pneumocoque ? 8%. Donc, c'est assez contradictoire. La marge de progression est énorme. La marge de progression est énorme. Donc, d'avoir ces vaccins dans un frigo, au domicile, enfin, en tout cas plutôt chez le vaccinateur, représente, je dirais, un axe de progression qui est déjà très important. La deuxième chose, c'est que, connaissant effectivement ce germe, ayant à disposition ces vaccins, pourquoi ne sont-ils pas faits plus facilement ? Et là, je crois que il faut remettre l'agenda de la vaccination au centre des préoccupations de l'ensemble des médecins, qu'ils soient diabétologues, qu'ils soient cardiologues, qu'ils soient pneumologues, que ce soit les médecins généralistes. En fait, nous sommes aussi tellement de vaccinateurs que chacun va penser que c'est l'autre qui va vacciner. Et donc, il y a une vraie problématique aussi de traçabilité de la vaccination et de qui va vacciner. Donc, c'est bien d'avoir plus de vaccinateurs et donc ça représente une marche supplémentaire pour avoir effectivement un effet démultiplicateur sur la vaccination, mais attention, de temps en temps, chacun va penser que c'est peut-être l'autre qui va faire le vaccin. Ouais, et dans ces cas-là, et comme tu le sais, Patricia, le patient qui vient te voir, il vient te voir avec une question. Et puis quand il va avoir pour faire renouveler éventuellement son traitement contre l'asthme, il va aller voir son pneumologue, etc. Et chacun va réagir en silo. Donc on a un vrai enjeu de communication déjà vers l'ensemble des professionnels et de responsabilité de dire est-ce que vous avez été vacciné à un certain moment, de poser la question, d'accord, mais aussi de la part, et c'est l'enjeu aussi de cette émission, c'est aussi un réflexe que doivent avoir aussi les patients pour se dire mais tiens, je vais aller poser la question la prochaine fois à mon professionnel de santé.
Tu me permets de faire un pont avec ces fameuses couleurs de la santé sur l'idée justement de rendre la prévention visible dans l'espace public, que ce soit aussi bien dans les officines, dans les cabinets d'infirmiers, de sages-femmes, dans les cabinets médicaux, voire chez des commerçants pour que cette culture de la prévention puisse se répandre. Donc on en est au premier temps, enfin il y a déjà bien d'autres choses qui ont été faites, mais c'est justement cette idée-là. Et est-ce qu'il y a des choses particulières sur des vaccins dont tu veux nous parler spécifiquement, VRS, Oui, grippe, bien sûr. une information plus ciblée, vaccin, plus spécifique, et de 2 ou 3 idées forces que tu Oui, veux j'ai faire passer. parlé un instant effectivement du pneumocoque, dont on connaît le caractère extrêmement pathogène et virulent. Extrêmement pathogène, virulent, Aux âges extrêmes de la vie, on se vaccine. vaccine. Et comme on l'a dit en préambule, aussi lorsqu'on a des comorbidités, c'est-à-dire en fait des maladies chroniques, et là aussi où la maladie peut être décompensée par l'infection elle-même. Et donc, vous voyez qu'on a à la fois les complications de l'infection elle-même, mais aussi les complications de la maladie qui peut être décompensée à l'occasion de cette infection. Je voudrais dire un mot, en fait, effectivement, de ce virus qu'on connaît un petit peu moins bien, qui est le virus respiratoire syncytial. Alors, les parents et les jeunes parents connaissent bien le VRS. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle son phénotype d'expression, c'est-à-dire en fait la maladie iconique du virus respiratoire syncytial, c'est la bronchiolite du nourrisson. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement craint de la part des parents parce qu'ils savent que les tout petits sont particulièrement fragiles vis-à-vis de la primo-infection à VRS et donc au virus respiratoire syncytial, et donc que la bronchiolite peut altérer les fonctions respiratoires, à la fois immédiatement, conduire l'enfant à l'hôpital pour quelques jours, parfois en réanimation, mais aussi avoir des conséquences à long terme. En termes d'avenir respiratoire, parce que le virus respiratoire syncytial va toucher un tout petit qui est en phase justement de croissance et qui est encore aussi immature, pas simplement sur le plan immunitaire, mais aussi sur le plan respiratoire. Et donc ça va amputer, et là on revient dans le caractère fonctionnel, effectivement des conséquences fonctionnelles des infections, eh bien ça va amputer quelque part sa capacité à avoir son système respiratoire qui grandit dans de bonnes conditions. Et donc ça va finalement entraîner certains bébés à rentrer dans une maladie qui est celle de l'asthme du nourrisson. Et donc, la prévention des infections à VRS, c'est empêcher effectivement les infections sévères à virus respiratoire syncytial chez le tout petit, mais c'est aussi empêcher cette entrée dans une maladie plus chronique qui est l'asthme du nourrisson. Et donc, c'est un point important aussi à comprendre dans la prévention des infections. Alors aujourd'hui, on peut protéger les tout petits de 2 façons. Soit en vaccinant la maman enceinte avant qu'elle n'accouche, effectivement, pour qu'elle fabrique des anticorps et que, à travers son placenta, effectivement, ces anticorps vont pouvoir migrer chez le fœtus et donc protéger bébé dès la naissance et notamment pendant quelques mois, justement, le temps de la saison passe et puis quand bébé aura 1 an ou 1 an et demi, il aura des capacités à la fois immunitaires et respiratoires qui lui permettra d'affronter, on va dire, plus naturellement cette infection. Donc on peut vacciner une femme enceinte. Tout à fait. Et notamment, ce vaccin contre le VRS est aussi au calendrier vaccinal des femmes enceintes. Et donc, j'invite en tout cas les femmes enceintes, oui, tout à fait, de même que la grippe, parce que ça peut donner aussi des infections graves chez la femme enceinte, effectivement, à consulter, effectivement, soit les sages-femmes, bien sûr, les gynécologues, qui sont en première ligne pour leur donner cette information. Mais on peut aussi, si jamais la femme enceinte n'a pas été vaccinée à ce moment-là, proposer des anticorps dirigés contre le virus respiratoire syncytial à administrer à bébé. Et donc là aussi, il y a une campagne en tout cas d'immunisation, en tout cas de proposition de ces anticorps monoclonaux dirigés spécifiquement contre ce virus, à administrer donc aux tout petits dès la sortie de la maternité, si maman n'a pas été vaccinée, mais aussi en rattrapage pour les nourrissons, pratiquement jusqu'à l'âge de, alors pas pratiquement, mais jusqu'à l'âge de 1 an en France, en tout cas pour passer cette période automno-hivernale de circulation du VRS pour protéger spécifiquement ces populations. Mais j'aimerais aussi compléter le propos, parce que le virus respiratoire syncytial, s'il est bien connu chez le tout petit, eh ben, il n'est pas du tout connu chez la personne âgée.
Or, D'accord. ça fait aussi beaucoup de dégâts, ça décompense un certain nombre de maladies chroniques chez la personne âgée, ça précipite de temps en temps des événements cardiovasculaires ou parfois neurovasculaires, et donc là, on a aussi un effort, en tout cas d'explication, de connaissances à apporter sur qu'est-ce que peut provoquer en tout cas ce virus aussi aux âges extrêmes de la vie, et donc la capacité aussi à vacciner contre le VRS aussi chez les personnes âgées, avec des recommandations d'utilisation de ce vaccin à partir de l'âge de 65 ans si on a des comorbidités, c'est-à-dire si on a des maladies chroniques, mais dès l'âge aussi de 75 ans, même sans avoir de maladie particulière. Le fait d'être âgé est un facteur de risque à cause justement du fait de la sénescence du système immunitaire et notre, on va dire, notre perte de forme de notre système immunitaire qui apparaît, voilà, parfois dès l'âge de 60 ans. Ok, super. VRS, grippe, Covid, pneumocoque. donc les 4 grands vaccins et les 4 grandes infections. Oui. J'ai tendance à dire les 4 grands malfaiteurs en fait des maladies infectieuses aux âges extrêmes de la vie. On pourrait rajouter utilement la coqueluche. La coqueluche, pourquoi? Parce que c'est un germe qui peut faire des gros dégâts, notamment chez les tout petits, et c'est d'ailleurs la première cause de décès par maladie infectieuse dans les 3 premiers mois de vie. Et donc c'est pour cela que là aussi on va vacciner les femmes enceintes contre la coqueluche de façon à ce qu'elle protège bébé à naître d'ores et déjà, parce que on va vacciner bien sûr les nourrissons, mais on les vaccine qu'à partir de l'âge de 2 mois, que le temps chez un tout petit nourrisson que la vaccination soit efficace, eh bien, il faut en général plusieurs doses, au moins 2 doses, et donc bébé va être protégé que vers l'âge de 4 mois, au moment où il aura eu sa 2e dose de vaccin. Donc il y a ce qu'on appelle une fenêtre de vulnérabilité chez le tout petit, entre 0 et 4 mois, ce qui nous a amené, il y a quelques années, à repenser la stratégie vaccinale, et donc à vacciner la femme enceinte, pour que bébé ne rentre pas dans cette fenêtre de vulnérabilité, qu'il soit d'ores et déjà protégé avec les anticorps de sa maman, le temps d'attendre effectivement qu'il fabrique ses propres anticorps lorsqu'il sera vacciné avec le vaccin qu'on propose à 2 mois, puis à 4 mois, puis ensuite avec un rappel à 11 mois. Je te propose que ça fasse l'objet peut-être de l'épisode 3 avec tous les rappels, et qu'à ce moment-là aussi tu puisses nous rappeler la différence entre le vaccin, entre les anticorps monoclonaux que tu as énoncé tout à l'heure. On fera ça avec plaisir dans un temps ultérieur. Là, du coup, je reviens sur le côté automno-hivernal et sur le côté de comment les professionnels peuvent agir de concert. Et du coup, il y a des nouveautés à attendre, des nouveautés vaccinales, des innovations. Oui, il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans les prochaines années, et qui va aller dans le sens effectivement d'une meilleure adhésion à la vaccination. On l'a dit tout à l'heure, parfois le frein à la vaccination, c'est la vaccination itérative, c'est la fatigue vaccinale. Tous les ans, il faut se vacciner contre la grippe, contre le VRS, etc. Alors pas contre le pneumocoque, en général, une dose suffit pour protéger en tout cas les personnes âgées de plus de 65 ans, et ce probablement pour une période de l'ordre d'une dizaine d'années. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas des rappels, mais en tout cas, on aura, je dirais, le temps de les proposer. Pas systématiquement de rappel si une personne a été vaccinée dans les 5 ans ou dans les 10 ans. On attend d'avoir en tout cas des données sur effectivement la durabilité de la protection conférée par les vaccins anti-pneumococciques. On sait que c'est de l'ordre probablement entre 7 et 10 ans. Voilà, il faut avoir ce qu'on appelle du suivi longitudinal, comme on dit dans les biostatistiques, dans le temps, pour savoir effectivement quelle va être la durée, on va dire, d'efficacité, et donc quel sera le meilleur timing pour pouvoir proposer une dose de rappel. Mais ce qui est intéressant, on va dire, dans la vaccination, c'est notre capacité à mieux comprendre effectivement les virus, et donc à mieux comprendre en fait ce qui va, dans un virus, déterminer notre capacité à notre système immunitaire à bien le reconnaître
et donc avoir une immunité fonctionnelle efficace. Et donc c'est ça qu'on veut aussi avoir avec les vaccins. Le virus de la grippe, si on prend le virus, celui-ci, est un virus qui mute. Et donc, tous les ans, on va dire, bah attendez, le virus a changé, donc les anticorps que vous avez fabriqués les années précédentes, non seulement ils ont disparu avec le temps, mais en plus ils sont plus adaptés au virus circulant. C'est ce qu'on appelle le nouveau variant. Eh ben oui, on parle de variant pour le virus de la Covid, on parle de mutant pour le virus de la grippe. D'accord. Donc il y a des mutations. Et donc, en fait, le virus, lui, pourquoi il mute, pourquoi il y a des variants? Ben, c'est parce qu'il veut pas avoir notre système immunitaire sur le dos. Il veut pouvoir avoir des stratégies d'échappement au système immunitaire. Il veut survivre. Et donc, c'est un organisme vivant. C'est un organisme vivant, donc il va trouver des stratégies et donc il va essayer donc de biaiser notre système immunitaire. Donc, l'idée des nouveaux vaccins, c'est d'être formulés sur des composants qui ne varient pas. Alors, sur des invariants. Des invariants dans la variance. Des invariants dans la variance. Alors justement, un virus va finalement s'adapter au système immunitaire en lui proposant des stratégies effectivement d'échappement. Pour autant, il y a dans la composition des virus de temps en temps des protéines qui elles ne varient pas. Et donc la recherche, elle vise à identifier ces protéines qui ne varient jamais dans le temps, même chez des virus qui auraient changé de forme ou de conformation ou pour s'adapter, et donc de repérer effectivement ces éléments constants qui pourraient permettre de stimuler notre système immunitaire et effectivement de ne pas être obligé de se vacciner tous les ans, mais plutôt tous les 5 ou peut-être 10 ans. Et donc ça serait un progrès qui est attendu dans les prochaines années. Le deuxième progrès qui va intéresser aussi bien sûr le grand public, mais aussi tous les vaccinateurs, c'est celle des combinaisons vaccinales. C'est-à-dire d'associer dans le même produit, effectivement, plusieurs, ce qu'on dit, valences protectrices. C'est-à-dire qu'on aurait des combos, un vaccin qui combinerait grippe, VRS, Covid, ou grippe plus VRS. Et donc, ça permettrait effectivement d'avoir dans une seule injection une protection contre plusieurs virus, voire même virus plus bactéries. On pourrait avoir une espèce de vaccination respiratoire avec un vaccin qui combinerait grippe, Covid, pneumocoque, virus respiratoire syncytial. Et puis, il y a un troisième. À ce propos, alors du coup, je t'interromps, excuse-moi. Je t'en prie. Donc, il y a ces vaccins polyvalents, ils existent déjà, mais pas pour les virus. Et il y a souvent une question qui vient, c'est sur le fait, mais il y en a trop. Est-ce que c'est efficace? Au contraire, on nous injecte pas trop de choses. Alors, c'est une bonne façon d'aborder effectivement de temps en temps l'hésitation ou les questions qui reviennent sur les vaccins. Nous sommes en permanence confrontés dans notre environnement et écosystème à des milliers et des milliers de virus différents. Si nous étions capables d'avoir des tests pour mesurer plusieurs virus, si on se faisait nous-mêmes un test ici, on s'apercevrait qu'on porterait déjà un certain nombre de virus. De la même façon, dans notre tube digestif, on se met en tout cas en situation de pouvoir, avec l'alimentation, avec l'air que l'on respire, être en contact avec des milliers aussi de bactéries qui sont dans notre tube digestif. Tu les connais bien, hein, c'est le microbiote intestinal. Ce sont des bonnes bactéries, mais il y en a aussi dans le tas qui sont pas forcément très sympathiques et qui peuvent provoquer des infections parfois même sévères. Donc notre système immunitaire est en permanence en alerte maximale, d'accord, et sans que l'on soit au courant, tout au long de la journée, on a peut-être été en contact avec des virus plus ou moins méchants, des bactéries plus ou moins méchantes, mais parce qu'on a un système immunitaire efficace, parce qu'on a aussi été vacciné, on peut rentrer chez soi le soir en se disant « Youpi, j'ai pas attrapé la méningite, j'ai pas attrapé la polio, j'ai pas attrapé la coqueluche, etc. » Mais tout ceci se fait sans que l'on soit nous-mêmes, on perçoive en tout cas le bien fondé de la vaccination, d'une part, et d'autre part, on n'est pas au courant qu'on a rencontré tout un tas de virus et de bactéries qui étaient néfastes
et pour lequel le système immunitaire a fait son job. Alors ce ne sont pas quelques microgrammes d'antigènes inertes la plupart du temps. Alors, antigène inerte. Oui, ça veut dire que en fait, le vaccin, lui, ne va pas prendre toute la bactérie ou tout le virus, il va prendre la partie de la bactérie ou la partie du virus qui est intéressante sur le plan justement du système immunitaire pour finalement confronter le système immunitaire avec un entraînement qui se fait sans risque, sans le risque de la maladie. Donc, j'ai tendance à dire, oui, le risque du vaccin, il existe, il est infime, il est connu dans l'immense majorité des cas. On peut donc le prévoir, on peut même le prendre en charge si jamais il y a des effets indésirables qui pourraient apparaître. Le risque de la maladie, il est imprévisible. Et donc, on le connaît bien, les parents le connaissent bien à travers, par exemple, la méningite. Ils se disent, si mon enfant attrape une méningite à méningocoque ou à pneumocoque, c'est imprévisible et c'est imparable. Quels que soient les antibiotiques qui soient à notre disposition, le retard qui va être de temps en temps pris à faire le diagnostic et à administrer les antibiotiques, c'est un temps qui ne se rattrapera jamais. Donc la meilleure défense, eh bien, c'est de s'entraîner avant avec la vaccination. Ok. Et ton troisième point? Mon troisième point, j'en étais sur les combinaisons vaccinales. J'en étais aussi sur les innovations qui sont attendues en termes de vaccination muqueuse. Alors, c'est quoi la vaccination muqueuse? Eh bien, c'est la vaccination qu'on pourrait administrer par spray nasal. Et donc, il y a déjà des vaccins qui existent sur le sujet, notamment des vaccins grippaux, qui sont en disposition dans certains pays. On pourrait l'avoir en France dès l'année prochaine, je pense. Et là aussi, ça va faciliter l'adhésion vaccinale. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de piqûres à faire. Et c'est une auto-administration? C'est parfois même de l'auto-administration, en tout cas. Dans certains pays, ils sont vendus en auto-administration. Et donc là aussi, vaccins qui ne passent plus par une piqûre, donc une meilleure acceptabilité. Vaccins qui sont combinés, donc une seule piqûre vous protège de plusieurs maladies. Vaccins qui seront, on va dire, par spray nasal ou par, je dirais, capsule buccale. Et là aussi, ils existent déjà, notamment des vaccins qu'on fait aux nourrissons contre le rotavirus, et donc qui sont des vaccins buvables. Et donc, vous voyez qu'on a à notre disposition, on va dire à court, moyen terme, des moyens de faciliter l'adhésion vaccinale, des moyens d'augmenter la couverture vaccinale. Et même si la décision, je te le disais tout à l'heure, de se vacciner, c'est déjà pour se protéger individuellement, et c'est déjà beaucoup de le faire, mais c'est important aussi pour un pays comme le nôtre, effectivement, bien sûr, de protéger à la fois la population. C'est un devoir constitutionnel. La protection de la santé, c'est dans la Constitution française, et d'autre part, effectivement, de protéger aussi notre système de santé de façon à avoir moins de malades au même moment et de pouvoir donc soigner tout le monde. Et c'est un de nos grands principes déontologiques de permettre effectivement de prendre en charge, en tout cas, que ce soit toute la population, mais aussi surtout les plus vulnérables. Je te remercie Sidney, c'était passionnant. Et donc ce sera à retrouver sur la chaîne YouTube de la CPTS Paris 12, in extenso, dans sa longueur, et puis avec des temps qui seront marqués sur justement les actualités, les types de virus, pourquoi et comment arriver à pouvoir proposer la vaccination dans différents séquençages. Merci infiniment, et puis à une prochaine fois pour un nouveau Dis Sidney, raconte-nous les vaccins. Merci beaucoup, Merci. Patricia.